Bonjour à tous et bienvenue dans les semaines de l'écho. En quête d'un second souffle, François Fillon a réorganisé son équipe de campagne en donnant la part belle aux sarkozystes. Le candidat de la droite repart à l'assaut de la citadelle Emmanuel Macron, toujours favori dans les sondages. François Fillon compte sur son programme de redressement de la France. Emmanuel Macron veut, quant à lui, transformer radicalement la société française. Les deux candidats prônent des réformes. On fait le match dans cette émission Programme contre Programme. Les chefs d'État et de gouvernement européens sont réunis à Bruxelles pour s'accorder sur une nouvelle dynamique post-Brexit. François Hollande défend une Europe à plusieurs vitesses. Le président prône des coopérations différenciées pour que quelques pays puissent aller plus vite, plus loin sur la défense, l'intégration de la zone euro et de l'harmonisation fiscale. Alors est-ce nouveau ? L'Europe n'est-elle pas l'oubliée de la campagne présidentielle française ? Enfin, François Hollande a appelé Lafarge-Holcim à se montrer prudent avant de se porter candidat comme fournisseur pour la construction du mur promis par Donald Trump à la frontière mexicaine. Le groupe franco-suisse a suscité la polémique en annonçant qu'il souhaitait participer à la construction de ce mur. Lafarge-Holcim affirme « Je ne fais pas de politique ». Et on en parle tout de suite avec mes invités. Nicolas Bavrez est avec nous. Bonsoir, bonjour plutôt. Bonjour. Économiste, essayiste, chroniqueur au Point et au Figaro, auteur des chroniques du déni français qui rassemble vos chroniques du Point. Le Point qui titre cette semaine sur le revenant, c'est François Fillon. Et vous faites un papier sur le redressement de l'Espagne. Avec nous également Philippe Aghion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au Collège de France, auteur de Repenser la croissance. Et c'est Collège de France Fayard. Et Natacha Valla est avec nous. Bonjour Natacha Valla, économiste au Paris School of Economics. Je vous le disais, cette semaine, François Fillon a réorganisé son équipe de campagne en donnant la part belle aux sarkozystes François Baroin, Christian Jacob et Luc Châtel. François Fillon compte sur son programme de redressement de la France. Le candidat repart à l'assaut de la citadelle. Emmanuel Macron, toujours favori dans les sondages. Emmanuel Macron veut transformer radicalement la société française. Alors les deux candidats prônent des réformes. On les entend et on refait le match programme contre programme. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, la machine à broyer, la machine à scoop, la machine à rumeurs s'est mise en marche. Mais je vous le dis, je n'ai pas l'intention de céder. On s'impose comme étant un donneur de leçons quant à la probité et l'honnêteté. Il devrait démissionner. Mais je voterai pour son programme. Si ce n'est pas pour le monsieur, ce sera pour le programme. Parce que je ne veux pas être gouvernée ni par Marine Le Pen, ni par les socialistes. Et voilà. On peut donner le maximum de force au premier tour au candidat qui peut battre Madame Le Pen. D'autant que ce programme d'Emmanuel Macron m'a révélé de vraies mesures progressistes, de justice sociale, de lutte contre les inégalités. Les salariés puissent avoir le droit d'accéder également à ce droit de chômage s'ils décident de démissionner. Emmanuel Macron, c'est le candidat chimère. La chimère telle que décrite par Homère. Un lion devant, un dragon derrière, une chèvre au milieu. Qui est Emmanuel Macron ? Philippe Aghion, alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron c'est le favori, vous le soutenez comme économiste. Alors il est critiqué à droite comme étant un héritier de François Hollande et à gauche certains disent que c'est Margaret Thatcher. C'est quand même un peu contradictoire. Alors lui il se définit comme quelqu'un qui veut transformer la société française en profondeur. Oui, il n'est ni l'un Qui ni... est-il Emmanuel Macron ? En tout cas il n'est ni l'un ni l'autre. C'est d'ailleurs Benoît Hamon qui pose la question. Oui, enfin il est... En tout cas sur le plan de l'économie, je crois qu'il a compris qu'on n'a pas le choix que d'aller vers une économie d'innovation, une économie de la mobilité, qu'il faut faire des réformes en France importantes pour aller vers une économie d'innovation et pour relancer la dynamique avec l'Allemagne. Donc c'est le vrai réformiste ? C'est un réformiste, mais l'idée c'est que le tropisme est scandinave. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que c'est des pays, il ne faut pas dire qu'on copie la Scandinavie, mais en Scandinavie, voilà des pays qui ont réussi à réconcilier croissance par l'innovation, mobilité sociale et professionnelle et protection. Donc ce modèle c'est le Danemark ? Pour vous. Disons, c'est pas un pays en particulier, mais enfin, c'est évident que l'expérience. Il y a d'ailleurs des bonnes et des mauvaises choses dans chacun de ces pays. On ne va pas faire de la décalcomanie. Il y a des choses à critiquer dans chacun d'eux, mais c'était vrai que c'est des pays qui montrent un peu le chemin du fait qu'on peut tout à fait réconcilier, faire des réformes, mais les faire d'une manière qui soit juste et partagée, et réconcilier croissance par l'innovation et mobilité sociale. Voilà. Nicolas Bavrez, ouais. C'est un Fillon light, Emmanuel Macron, finalement ?
Alors, ils ont un point commun, c'est qu'à mon avis, la vraie logique de cette élection, c'est clairement l'opposition entre les réformistes et les populistes, entre les gens qui sont des progressistes et les nationalistes, protectionnistes et xénophobes. Et de fait, François Fillon et Emmanuel Macron sont les deux candidats réformistes. On trouve d'ailleurs pas mal de points communs dans leur programme, que ce soit sur la relance de la production, la flexibilité du travail, l'idée de réformer l'État, la sécurité ou l'idée de relancer l'Europe. Mais j'allais dire, sauf que François Fillon va plus loin dans la thérapie de choc. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a deux... la vraie différence, c'est un peu dans la logique thérapie de choc côté François Fillon, compte tenu de la situation critique de l'économie française, et plutôt médecine douce du côté d'Emmanuel Macron. Et là, il y a une continuité quand même avec François Hollande. Et puis, il y a une deuxième différence qui est importante, c'est ensuite la capacité à délivrer les réformes. Alors ça, c'est une dynamique qui est plus politique, mais c'est vrai que... Et personnelle, donc. Côté François Fillon, alors il y a les leaders, mais il y a aussi, chez François Fillon, la méthode et une capacité à trouver une majorité sans doute plus facile que chez Emmanuel Macron, qui doit inventer le parti qui serait capable d'avoir une majorité aux élections législatives. Natacha Valla, alors c'est vrai qu'il y en a un qui veut baisser les dépenses publiques de 60 milliards d'euros en 5 ans, ça c'est Emmanuel Macron, 100 milliards d'euros pour François Fillon, donc c'est du simple au double. François Fillon veut supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, Emmanuel Macron 120 000, donc c'est pour ça que certains disaient que c'était un Fillon light. Alors, il y a des choses qui sont peut-être plus réalistes que d'autres. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que dans le programme d'Emmanuel Macron, en ligne avec ce que disait Philippe d'ailleurs tout à l'heure, c'est qu'il y a une vraie réflexion autour de la valeur de l'individu. On le voit par rapport à la place de l'éducation, que l'éducation a dans son programme. Il met vraiment l'éducation au sens du début de la vie à la fin. C'est vraiment pas seulement cibler les universités, pas seulement cibler l'apprentissage. 12 élèves par classe au primaire. L'école primaire. Donc voilà, revenir sur toutes ces choses qui font très mal en France. Quand on voit que la France est très très mal classée dans les classements de l'OCDE, par exemple, les classements PISA sur les compétences fondamentales en littératie, numératie, on est très mauvais. Remettre tout ça en place pour qu'effectivement on soit ensuite capable d'être à la frontière de l'innovation. Donc il y a une vraie cohérence entre l'éducation comme priorité, comme vecteur de mobilité, et puis en face de ça, il y a aussi un plan d'investissement, l'accent mis sur l'investissement vers le futur. Alors, il est décliné aussi dans d'autres programmes, bien 50 sûr. milliards plan d'investissement, voilà. Ça c'est Emmanuel Macron. Alors, par exemple, sur l'éducation, ce que je trouve intéressant, c'est que sous les polémiques, quand on regarde, par exemple, l'autonomie des établissements, elle est chez les deux candidats. Donc, vous les rapprochez beaucoup, je trouve, Nicolas Bavrez. Qu'est-ce qui les distingue, Philippe Aguillon, vous qui êtes plutôt derrière Emmanuel Macron? Non, mais oui, mais enfin, je veux rebondir sur ce que disait Nicolas. C'est vrai que peut-être il sera plus facile pour Fillon. On dit, voilà, j'ai une majorité, j'ai clairement... Mais il y a deux handicaps peut-être que peut-être Macron n'a pas. C'est-à-dire que je crois qu'il y a l'idée... Tout le problème, c'est de dire est-ce qu'on peut faire accepter les réformes en France, voilà. Et la question se posera, quel que soit l'idée. Et l'idée, c'est de dire évidemment déjà, il faut les annoncer à l'avance. Ça, on est tous d'accord que si on n'annonce pas les réformes à l'avance, c'est très difficile de les faire. Là, tout le monde est d'accord. La question, c'est de savoir est-ce que c'est suffisant. C'est nécessaire, mais est-ce que c'est suffisant? Et là, la question, c'est de savoir est-ce que dans les réformes, il y a un peu des gagnants et des perdants, en tout cas à court terme. À long terme, on imagine que tout le monde est gagnant. Mais disons, à court terme, il y a des perdants et des gagnants. Est-ce qu'il ne faut pas se soucier des perdants, ce qu'on appelle les coûts de transition d'une réforme, accompagner les gens dans la réforme? Et si vous voulez, c'est un petit peu ça. Et j'ai peur un petit peu, moi. Là, ce qui me fait un petit peu peur chez Fillon, c'est que si les réformes sont trop dures ou que le sentiment est que le fardeau n'est pas partagé, et bien que les réformes ne voient pas vraiment le jour finalement. Vous voyez qu'il se passe comme avec la santé, il avait dit j'avais annoncé des gros trucs, et puis finalement ça s'est un peu dégonflé comme une baudruche. C'est-à-dire que, et c'est arrivé dans le passé que Chirac en 86, à nouveau c'est le modèle anglais était très attrayant. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire derrière? Justement, c'est-à-dire que la peur que j'ai, c'est qu'en annonçant des choses très très dures, finalement politiquement elles ne soient pas faisables et que finalement elles ne se fassent pas. Et je pense que chez Macron, il y a un sentier, en tout cas, on pense aux perdants comme un peu Juppé pensait davantage aux perdants. Il est plus proche de Juppé que de Fillon. En tout cas, il y a l'idée de dire, je me soucie de l'économie politique. Je crois qu'il y a tout le problème, d'une manière générale, de l'économie politique de la réforme, de l'ingénierie de la réforme. Voilà. Et on veut des réformes. Pourquoi c'est important que les réformes se fassent? Parce que tant qu'on ne les fait pas, on s'enfonce. Et l'Allemagne ne nous fait pas confiance. Mais il n'est pas fourre-tout, son programme. C'est ce qu'on dit beaucoup sur Emmanuel Macron. Écoutez, je crois qu'il y a quelques axes quand même importants. Et les axes, c'est la chose suivante. D'abord, c'est une économie, l'innovation, on change tout le temps de secteur. Donc, il faut simplifier. Donc, régime de retraite, on élimine les régimes spéciaux. On fait un système unifié par points. Deuxièmement, le chômage, les statuts d'emploi ou de travail sont très variés ou changent. Il faut un système qui donne à la fois la formation et la protection
en tenant compte de ces changements ou de ces multiplicités de formes. Et puis, il y a dans les deux cas, comme avec Fillon aussi, une réforme fiscale audacieuse, puisque même chez Macron, on propose de dire taxation forfaitaire des revenus du capital à 30%. C'est le cas aussi d'ailleurs dans l'autre programme. Est-ce qu'effectivement, François Fillon, s'il est élu, aurait du mal à mettre en place son programme ? Je pense que... Est-ce que c'est faisable aujourd'hui, une thérapie de choc en France ? Je pense que c'est faisable pour une raison qui est la suivante d'ailleurs, c'est que quand on regarde à l'étranger, il n'y a que les thérapies de choc qui aient fonctionné. Quand on regarde... On peut faire un parallèle vraiment entre l'Espagne et la France ? Non, Suède et Canada, années 90, l'agenda 2010 en Allemagne. Pourquoi ? Parce que justement, quand on essaie de faire de la réforme saucissonnée ou commencer à gérer les clientèles par rapport aux autres, ça se bloque très vite. Mais en revanche, là où je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, c'est que je ne pense pas qu'on puisse appliquer des modèles extérieurs sur un pays. D'ailleurs, le modèle scandinave, comme le modèle allemand, aujourd'hui, on ne peut pas importer la City, on va peut-être en reparler avec le Brexit, mais on ne peut pas importer la City en France, on ne peut pas importer l'industrie allemande. Et donc, il faut trouver un modèle... Suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, ça vous semble réaliste en France ? Mais si vous voulez, c'est pas du tout gigantesque, au sens où je rappelle qu'aujourd'hui, il y a 5,5 millions de fonctionnaires. Au sens comptable, mais au niveau faisabilité. Et où, par ailleurs, ça représente en fait un effort de l'ordre de 1,5% par an. Si vous voulez, quand on regarde ce qui a été fait ailleurs ou ce qui est fait aujourd'hui par des entreprises, on a des ajustements qui sont bien supérieurs. Et c'est là où c'est la vraie question qui se pose entre les deux. Est-ce qu'on change de modèle ou est-ce qu'on bricole le modèle à la marge ? Donc bricolage pour Macron, changement de modèle pour François Fillon, c'est ce que vous dites ? Ça fait des années qu'on bricole le modèle et que ça ne donne pas de bons résultats. Et donc je crois que, si vous voulez, il faut qu'on traite vraiment les mots. Et c'est vrai que sur production-innovation, il faut qu'on passe à une économie d'innovation, on est tous d'accord. Il faut qu'on arrive à une flexi-sécurité à la française du marché du travail. Mais il faut aussi traiter pour de bon les problèmes du secteur public français. Natacha, un mot, il reste 30 secondes. Il y a aussi la question de l'impact des réformes sur l'évolution conjoncturelle. Et l'acceptabilité des réformes qui sont coûteuses, elle est d'autant plus importante qu'elles sont moins mauvaises pour la croissance à court terme. Or, si on y va vraiment trop fort dans le contexte actuel, ça peut être un peu compliqué parce qu'on n'a pas un taux de croissance si mirobolant que ça. On n'a pas une croissance potentielle encore suffisamment forte. Ça peut avoir un impact récessif. Il faut être prudent. Merci à tous les trois. On se retrouve juste après le journal pour la deuxième partie de l'émission.